Parfait. Fait que bonjour à tous dans notre troisième cours de Level Design. Comme j'avais mentionné au dernier cours, en fait, aujourd'hui, on va faire un cours sur les tutoriels. Fait que je vais vous partager mon écran, comme ça. Voilà. Fait que dans ce cours-là, en fait, on va faire le tour de tout ce qui en fait, plusieurs choses qui touchent au tutoriel. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, j'ai voulu commencer mes recherches pour vraiment établir un ordre plus théorique comme je fais d'habitude pour les cours. Euh, Puis, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que la matière sur les tutoriels, on pourrait en parler pendant 5 cours, puis qu'il y a vraiment beaucoup trop de types de tutoriels différents. Fait que, la manière que j'ai décidé de faire ça aujourd'hui, c'est qu'on va passer à travers différents exemples de jeux pour essayer de regrouper les éléments principaux qu'on peut dire de tutoriel en regardant plusieurs exemples qui ont été faits. Puis on va essayer de ressortir 3 éléments de base sur les tutoriels qui vont, d'après moi, aider à mieux diriger la manière dont vous allez les créer par après. Fait qu'on va commencer tout de suite. J'aimerais commencer par une petite question pour vous. D'après vous, pourquoi les tutoriels arrivent souvent tard dans la production d'un jeu? Mais je pense que tu l'as mentionné la dernière fois, mais c'était parce que probablement que tu vas modifier encore plusieurs choses par la suite, donc faire un tutoriel dès le départ alors que tu connais peut-être même pas les mécaniques ou que bon, changer, ben ça sert un peu à rien. Mhm. C'est vrai, exactement pour ça. Ça, c'est la raison principale pour laquelle un tutoriel n'est pas, on peut dire, commencé tôt dans la production. Mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire, ce serait quoi un bon côté à commencer un tutoriel plus tôt dans la production? Si on a quelqu'un qui se sait? Dan, par exemple? Ok, bon ben, ben je me dis, par le fait même, ça voudrait peut-être dire que t'as moins de mécanique ou que tout est déjà défini, genre. Si tu le fais plus tôt, ben nécessairement, ça veut dire que les choses sont déjà décidées. Fait que plus tard, t'as moins de mécanique à faire, genre. Mhm. Ouais, en fait, j'en parle dans cette façon-là. En fait, qu'est-ce que je recherche, c'est pas exactement ça. En fait, qu'est-ce que je pensais plus, c'était au fait que plus que tu commences à travers un tutoriel tôt, même si tu auras à le faire, plus que tu peux l'intégrer de manière smooth, on peut dire, à l'intérieur de ton jeu. Souvent, en fait, les problèmes qu'on voit dans les jeux, puis on va le voir à travers certains exemples, c'est que certains jeux attendent à la fin pour avoir un tutoriel. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'à la fin d'une production, on n'a plus le temps ni le budget de faire un tutoriel qui est parfaitement intégré à l'intérieur d'un jeu. Souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir un pop-up où on va avoir un petit niveau rapide qui t'explique les affaires. Euh, Puis ça, en fait, ben, ça fait que oui, c'est un tutoriel qui fonctionne, mais qui peut être moins intégré. Fait que même si parfois ça demande plus de travail, intégrer d'avance un tutoriel dans la production d'un jeu permet, admettons, de le fusionner directement avec l'histoire du jeu. On va voir ça plus précisément. Fait un tutoriel, c'est quoi? C'est l'apprentissage que fait le joueur en lien avec les mécaniques créées par le jeu. Pourquoi est-ce que j'ai pas précisé que c'est le moment d'un jeu où on en prend les règles? Parce que, en fait, un tutoriel, souvent quand on parle du tuto, on pense souvent à la première partie d'un jeu, souvent le premier niveau où on apprend la majorité des mécaniques dans ce moment-là. Mais en vérité, le tutoriel, c'est que l'apprentissage d'un jeu se fait tout le long du jeu. Puis on n'est pas obligé de tout mettre d'un coup au début la production d'un jeu. On peut répartir les mécaniques qu'on a à apprendre au fur et à mesure. Fait que c'est pour ça que je précise que c'est tous les apprentissages qu'on fait dans un jeu. Puis on va voir aussi qu'il y a différentes manières de faire apprendre des choses aux joueurs au lieu de juste y mettre qu'est-ce qu'on dirait directement comme un tutoriel. Puis l'objectif d'un tutoriel, c'est de permettre aux joueurs d'avancer dans le jeu avec le moins de frustration possible. Puis ça, je vais y revenir plus tard pour que vous compreniez un peu plus qu'est-ce que je veux dire par là. Fait que, comme j'avais pensé plus tôt, il y a plein de types de jeux différents, puis tous ces types de jeux-là demandent des types de tutoriels différents, dépendant de leur audience, de leur mécanique, etc. Fait qu'on va passer à travers plein d'exemples différents pour essayer de comprendre c'est comment qu'ils ont fait leur tutoriel
Est-ce que c'était une erreur que ont fait de faire un tutoriel de même? C'est quoi les bons côtés qu'ils sont venus chercher? Puis qu'est-ce que ça leur apporte d'utiliser ce type de tutoriel-là? Fait qu'on va commencer par le plus simple, qui est l'apprentissage par l'explication. L'apprentissage par l'explication, qu'est-ce que je veux dire? C'est le moment où le jeu vraiment se pose et te dit « Voilà comment jouer ». Fait qu'on va passer avec quelques exemples, puis vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par là. Voilà. Là, on va commencer par qu'est-ce qui m'est arrivé dans... Oups, je pense que j'ai cliqué sur un autre vidéo par accident. Voilà. Ce qu'on va voir là, c'est la façon la plus basique d'un tutoriel qu'on peut trouver dans un jeu vidéo. À ce moment-là, dans Dying Light, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est sur le point d'attaquer une base ennemie, qui est la première fois en fait qu'on fait ça dans le jeu, puis le jeu va nous expliquer comment est-ce qu'on utilise en fait la discrétion dans le jeu. Fait que là, on avance doucement, le joueur, puis quand le joueur atteint une zone assez proche, il y a carrément un pop-up qui pop en face, puis il dit voici comment la discrétion fonctionne. Il y a 3 images, c'est super clair. Ça dit, OK, ben si tu veux te cacher, tu peux t'accroupir dans les herbes, puis personne ne va te voir. Tu peux utiliser des objets comme les pièces, les bouteilles ou les vitres pour faire du bruit ailleurs pour attirer. Puis après ça, tu peux aller derrière les ennemis, puis tu peux les attaquer par l'arrière, en fait, pour pas te faire repérer, concrètement. Ça, c'est vraiment la méthode la plus basique qu'on peut faire en tutoriel. Qu'est-ce que ça apporte comme méthode, ça? C'est que c'est euh, immanquable. Le joueur est obligé de comprendre ça, quasiment, parce que il le lit, en fait, ça y pop en face, ça y coupe son jeu. Mais le moment plus négatif aussi, c'est que c'est passe dans une méthode d'apprentissage. Je suis pas en train de jouer à un jeu actuellement. On est en train de me faire popper un truc que je dois apprendre pour avancer. Ce type de pop-up-là peuvent être utiles au début d'un jeu quand tu as beaucoup de choses à faire apprendre aux joueurs dans du temps en fait restreint. Mais par contre, le risque avec cette méthode-là aussi, c'est que si jamais un joueur, tu le fais plusieurs fois d'affilée, puis un joueur finit par être tanné, ce type de tutoriel-là ne confirme pas que le joueur a compris comment utiliser la mécanique-là. Ça il fait juste le montrer pour qu'il la lise. Fait que si, mettons, je suis tanné de lire parce que j'en ai trop d'un coup, ben, je pourrais juste faire continuer, pas lire qu'est-ce qui était écrit, puis continuer à jouer. Parce que je confirme qu'après ça, le jeu ne t'oblige pas à être discret. Même si le jeu est censé m'apprendre à être discret, dans la période qui suit, par après, de gameplay, oui, je peux être discret puis attaquer la zone de cette manière-là, mais je peux aussi sortir mon épée puis me mettre à tabasser tout le monde, sans faire attention à la discrétion. Fait que même si ces types de méthodes-là de pop-up sont rapides, dans ce cas-ci, le jeu ne vérifie pas mes apprentissages que j'ai faits à travers le jeu. De l'autre côté, ici, on a New World qui prend le même principe, mais qui le développe d'une meilleure méthode, on peut dire. Pour ceux qui se souviennent, New World, c'est comme un open world MMORPG, si je me souviens bien, où en fait on atterrit dans une nouvelle île en fait qui est considérée comme les légendes qu'il y avait dans les rites espagnols, etc. Puis quand on arrive à ce moment-là, en fait, on a un tutoriel de jeu, de mécanique qui ressemble un peu à un Souls-like, tu sais, on a une attaque légère, une attaque forte, un dodge roll, etc. Puis le jeu veut nous apprendre ça assez rapidement pour pouvoir ensuite passer au principal du jeu. Fait que là, on a un bout d'histoire. Fait que, de quelle manière est-ce que le jeu vérifie notre apprentissage? Là, il utilise une méthode, en fait, qui oblige à faire qu'est-ce que le jeu nous propose avant de continuer plus loin. Quand je comparais avec Dying Light, le problème principal de Dying Light, c'est qu'après en fait le pop-up et m'avoir dit fais ça, il n'y a absolument rien qui m'oblige dans le jeu à faire ça pour pouvoir continuer à jouer. Fait que ce qui pourrait faire que là, c'est la mécanique de discrétion, fait que c'est assez c'est pas mal utilisé, on peut dire. Fait que c'est sûr que je vais l'utiliser dans le jeu. Mais si ça avait été une mécanique plus secondaire, pour qu'est-ce qu'ils nous ont présenté dans Dying Light, j'aurais pu complètement l'ignorer, puis pas jouer avec pour le restant du jeu. Alors que là, qu'est-ce que le jeu fait, c'est qu'il veut vraiment être sûr que j'ai compris les mécaniques de jeu, je les ai assimilées pour continuer. Fait qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un combat scripté,
dans lequel je suis obligé de faire les actions qui sont dites par le jeu pour pouvoir continuer. Comme là, ici, le jeu est au ralenti slash pas mal mis sur pause jusqu'à temps que je fasse les actions qui soient marquées à l'écran. Bloqué. Voilà. Et une fois que j'ai appris ces touches-là de base, une fois qu'on a fini d'accepter la mission de notre capitaine mourant, on se retrouve dans l'action du jeu et j'ai toujours des pop-up qui me proposent, qui me disent du comment utiliser mes touches, etc. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. On a encore des petits touches supplémentaires qui n'ont pas été appris par le combat qui me sont présentés. Et quand je vais arriver à mon deuxième combat que je dois traverser, on le voit mal parce que c'est caché par monsieur ici, mais les commandes qui me sont été dites avant me sont redites cette fois-là de manière plus discrète et ensuite, on propose de combattre un ennemi à nouveau. Qu'est-ce qui est bon avec ce système-là, c'est que la partie qui était moins agréable, où je me suis fait retrouver forcé d'utiliser des mécaniques pour les apprendre, est finie très rapidement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la petite section de combat où je devais faire les touches a duré 10, max 15 secondes. Puis après ça, on me propose la liste de commandes à côté, puis on me dit, voici, on t'a appris les mécaniques, maintenant débrouille-toi, puis utilise-les à ta guise. C'est pratique, ça, parce que si jamais on m'avait juste montré rapidement les mécaniques à partir des moments au ralenti, mais peut-être que j'aurais oublié, mettons, comment faire le dodge ou comment faire l'attaque chargée. Nous, on est quand même habitués parce qu'on joue beaucoup aux jeux vidéo, mais il y a des personnes que si, mettons, c'est leur premier jeu et qui sont pas habitués, ben, se faire dire toutes les mécaniques d'un coup, ben, ils vont les oublier. On y a une limite à tout ce qu'on peut retenir. Fait qu'avoir ce petit truc-là rapide pour juste comprendre les touches, puis ensuite avoir ça qui pop sur les côtés, c'est peut-être pas le meilleur type de tutoriel dans toutes les situations, mais pour ce type de jeu-là, on va y revenir, euh, c'est assez pratique. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que on continue d'avoir des affrontements avec différents personnages tout le long. Je pourrais essayer d'esquiver les affrontements puis partir en courant. Ça, c'est possible. Fait que, puisqu'on pourrait techniquement esquiver les ennemis, qu'est-ce que le jeu fait? C'est que une fois que j'ai tout appris l'essentiel, il m'amène au titre du jeu New World. Et la seule façon que je puisse rejoindre le jeu principal, c'est qu'il faut que je batte le boss qui, comme on dirait, mon ancien capitaine qui a été possédé. Et gagner ce combat est la seule façon de passer à la suite du jeu. Donc, qu'est-ce que le jeu a fait? C'est qu'il m'a appris des choses. Et ensuite, avant de me lancer dans le reste du jeu, il me demande de confirmer mes apprentissages avant de pouvoir passer à la suite. Ça, c'est un peu la méthode de base tutoriel qui était mieux fait que ce qu'on a vu dans Dying Light, parce que j'ai vraiment le jeu qui me demande de montrer que j'ai compris mes apprentissages pour que je puisse vraiment m'amuser dans le jeu avec le moins de frustration possible par la suite. Tout ça. Ensuite, on a l'autre titre de tutoriel qui est la méthode que je viens de vous montrer, mais en mauvais. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez voir, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qui est le fun? C'est que je suis déjà à l'intérieur du jeu, puis je suis déjà en train de récolter des niveaux, de l'expérience, des matériels. J'ai obtenu un bouclier, j'ai obtenu ma première épée, j'ai obtenu une première ressource. Dans Dead by Daylight, on a le même type de tutoriel qui est long, et qui me force à tout comprendre les mécaniques importantes du jeu, mais qui me donne quasiment rien à la fin, puis qui ne m'intègre pas non plus dans l'histoire du jeu. En fait, vous allez voir. Déjà, quand on commence le tutoriel, ben, on me réexplique le jeu que je viens d'acheter. Ce qui est une perte de temps pour le joueur, puis qui, ben, c'est parce qu'habituellement, quand tu as acheté un jeu, ben, tu sais à quoi tu vas jouer. Après ça, ici, on a les mécaniques de base. Ça, tu vois, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées, le genre de pop-up, comme on voit ici, puis qui
en fait, sont utilisés dans plusieurs jeux. Puis qu'est-ce qu'ils sont pratiques, c'est que ça nous propose d'apprendre des choses, mais sans nous bloquer dans le jeu, en fait. Tous ces trucs-là, on voit dans énormément de jeux. Puis ça, je dirais que c'est un peu la base du tutoriel, mais qui est la plus pratique pour ces tutoriels expliqués-là. Parce que, ben, move avec le joystick, ça me bloque pas, puis ça me fait pas apparaître un pop-up pour me dire, voici tes commandes. Ça me laisse jouer au jeu, puis apprendre au fur et à mesure les mécaniques que je vais utiliser. Le problème, c'est que ce tutoriel-là utilise énormément, constamment, les pop-up pour interrompre ton gameplay, comme ça ici. À chaque fois que je suis en train d'essayer de jouer au jeu, on m'interrompt et on me dit « Voici comment jouer ». Fait que là, j'avance un peu dans le jeu. Fait que là, OK, j'ai appris qu'il y a des scratch marks, puis là, j'ai pas de scratch marks qui sont devant moi. OK, vaulting. Fait que là, ben là, je peux sauter par-dessus pour m'en aller ailleurs. Parfait. OK. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une fenêtre qui apparaît? Est-ce que j'aurais pu, à la place, juste avoir ça ici, comme le gameplay qui me dit tu peux passer par-dessus? C'est sûr qu'il y a certains détails qui sont racontés, comme le fait que si tu voltes à une certaine vitesse, le tueur va te détecter. Mais est-ce que c'est le genre de détails que j'ai vraiment besoin de savoir dans l'immédiat, concrètement? Révélation du générateur. En fait, tout ce qui se passe dans ce tutoriel-là, c'est que j'ai pas l'impression, actuellement, de jouer au jeu. Actuellement, j'ai vraiment l'impression de passer un PowerPoint explicatif sur comment, en fait, connaître les règles du jeu pour jouer. Comment, d'après vous, est-ce qu'on aurait pu améliorer un tutoriel de ce type-là pour, en fait, donner plus l'impression qu'on joue au jeu? Si je prends quelqu'un au hasard, admettons Émile qui s'est joint à nous, qui est peut-être déjà même pas en train d'écouter. Ah, non, moi, je suis juste je suis en mode spectateur, là. C'est bon. Mais ouais. Fait qu'admettons que je prends quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Rachel. Euh, ben, tu pourrais quasiment déjà lancer soit une partie avec des AI, peut-être, puis genre faire comme une partie plus facile avec des bots, juste pour commencer, puis au pire, la personne peut quitter quand elle veut, puis aller dans une vraie partie ensuite. Puis comme ça, genre, t'es dans le jeu, puis pour avoir des pop-ups sur le côté, mais qui vont pas frozer ton gameplay, mettons, ce serait une option. Exactement. En fait, le pire, c'est que dans ce tutoriel-là, juste après, on te demande de faire une partie avec des bots pour comprendre le jeu. T'sais. Mais fait que ça te demande d'abord de passer à travers ce PowerPoint-là et ensuite de faire une partie avec des bots. Alors que normalement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est qu'on aurait pu directement faire la partie avec les AI, mais en avoir une partie qui est justement plus dirigée, où on aurait un AI qui nous aurait demandé de la suivre pour aller faire différentes actions, où il y aurait pu avoir des événements qui sont faits. Puis leur système d'AI est quand même assez développé dans ce jeu-là, puis il aurait pu totalement le faire. Donc, en fait, ce tutoriel-là, en fait, est juste à rallonge, puis il aurait pu nous proposer quelque chose de soit plus interactif ou soit plus direct. Ils ont comme pris l'entre-deux ces types de tutoriels-là qui fait en sorte qu'on a quand même un tutoriel PowerPoint, mais un tutoriel PowerPoint qui dure comme 10 minutes, qui t'es obligé de te taper, puis c'est long. Puis aussi, qu'est-ce que je vais avancer, c'est qu'il y a aussi des jeux dans les pop-up de même qui ont des tutoriels constants. J'ai pas réussi à retrouver une image, mais ça peut être dérangeant, mais dans certains tutoriels, en fait, on a des images pop-up, comme par exemple dans Dying Light. Ça fait 15 heures maintenant que je joue au jeu. Puis à chaque fois que je suis sur le point de me transformer en zombie, j'ai un pop-up qui me dit de prendre des médicaments pour pas que je me transforme en zombie. Puis à chaque fois que je ramasse une arme, quasiment au moins une fois sur trois, j'ai le pop-up qui me dit tu as une nouvelle arme dans ton inventaire. Fait que faites attention quand on fait des tutoriels à pas les rendre constants parce que ça peut rapidement devenir très énervant. Fait que résumé de qu'est-ce qu'on a vu avec ça, ben qu'est-ce qui est pratique avec l'apprentissage par application, c'est que c'est dur à manquer puis c'est clair puis c'est rapide. Dans la plupart des cas. Quand je suis dans Dying Light puis que j'ai un pop-up qui me dit voici comment utiliser la discrétion, ça me prend à peine 15 secondes à lire et ça je passe à la suite. Par contre, ça me sort de l'immersion. Et comme j'expliquais avec leurs petits pop-up constants, ça peut être gossant rapidement. Puis c'est gossant quand chaque fois tu as un pop-up du jeu qui te dit rappelle-toi de faire ça.
En fait, je dirais mais on peut dire le côté négatif principal qu'on a là-dedans, c'est que ça nous sort du jeu pour passer en mode apprentissage. Comme certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu, parce que des fois ils en parlent dans la manière que l'éducation est faite dans nos écoles, mais le meilleur moyen d'apprendre, c'est par le jeu. C'est pour ça que quand on est en maternelle, etc., et plus jeune, on fait beaucoup des jeux pour apprendre les choses. Donc, les manières que les joueurs ont plus de fun à apprendre les choses, c'est quand ils sont en train de jouer pendant qu'ils les apprennent. Alors, faire des pop-up et des choses qui apparaissent au milieu de l'écran comme ça pour le joueur, puis qu'il sort de l'immersion, ça le sort de son mode jeu pour y rappeler à ta tête, va pas trop vite là. On est en train de t'apprendre des choses pour que tu puisses jouer. Puis ça, souvent, ben ça rend ça désagréable pour les joueurs. Maintenant, on va passer à un autre qui est là, celui qui est l'apprentissage par l'explication, mais plus implémenté en jeu, l'apprentissage par l'explication diégétique. Comme on avait parlé la dernière fois pour le guidage, il y a les deux types principaux de guidage que je vous ai présentés. Celui qui était vraiment juste le guidage direct, fait qui te dit avec des objectifs, fais ça, fais ci, va là. Puis il y a le guidage un peu plus diégétique qui se passe dans le jeu, qui est plus intégré à l'intérieur du jeu, comme par exemple, au lieu de te dire de va aller à un endroit, ben, on va mettre des traces de sang pour te donner un indice que c'est dans cette direction-là, faut que tu ailles. Puis, les jeux, en fait, utilisent aussi la manière de essayer de rendre leur tutoriel plus diégétique à l'intérieur de l'univers. Fait que ça ici, les explications diégétiques, c'est que oui, on va toujours avoir des pop-up qui vont te dire quoi faire, mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intégrer à l'intérieur du jeu d'une manière à ce que tu aies moins l'impression que c'est juste des pop-up d'explications, puis que tu aies plus l'impression de jouer en même temps. Je pense qu'un des bons exemples pour ça qu'on peut faire, c'est commencer par Assassin's Creed Révélation. J'ai oublié de skip au bon moment. OK. Fait que ceux qui ont jamais joué à Assassin's Creed Révélation, en fait, on est dans le corps de, si je me souviens bien, Desmond, qui est en ce moment est entre la vie et la mort. Et tout ce qui se passe dans Assassin's Creed, souvent, c'est qu'il y a tout un rapport avec l'Animus, qui est une machine qui permet de retourner dans les souvenirs de nos ancêtres. Et Desmond a comme ancêtre des assassins. Et à ce moment-là, l'Animus est comme pété. Et il y a plusieurs mémoires d'assassins différentes qui sont mélangées. Plus précisément, celle de Ezio, qui est le personnage qu'on voit à l'écran, et de Altair, qui est un autre personnage, qui est un des premiers assassins, on peut le dire. Euh, et en fait, le jeu va utiliser cette diégétique-là, qui est le glitch entre les différents univers, pour nous proposer un tutoriel et un guidage à travers le niveau naturel dans son propre jeu. Fait en fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a, c'est que tout le long de la cinématique, avant, on pouvait voir le fantôme de Altaïr qui nous suivait dans nos actions. Et là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que le jeu nous demande de, à notre tour, suivre ce fantôme d'Altaïr qui va nous suivre à plusieurs moments du jeu pour, en fait, nous guider et nous apprendre les mécaniques. Fait qu'à travers le jeu, on va voir plusieurs fois le fantôme apparaître, puis qui va nous montrer en fait les types d'actions qu'on peut faire à travers le jeu. Fait que oui, cette section-là est un tutoriel, mais à l'intérieur de ce tutoriel-là, j'ai quand même un élément plus diégétique. J'ai pas juste un objectif qui pop-up et qui me dit va par là. J'ai un élément du jeu qui est le fantôme de mon ancêtre qui dirige mes actions et me demande en fait de le suivre pour accomplir mon objectif. On a certains moments intéressants, comme celui-là qu'on va voir ici, où on voit en fait la différence entre les époques des deux personnages. Comme ici, Altaïr, quand il va passer, il passe par-dessus un muret fantomatique qui n'existe pas parce qu'il existait à son époque. Alors que moi, ici, je n'ai pas le muret, alors je vais passer par-dessus, ici. Je vais vous montrer encore rapidement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir. Comme ça ici. Donc, on a plusieurs moments comme ça dans le jeu, puis qui vont renforcer ce côté
il y a quelque chose qui marche pas, je vois des visions d'un autre personnage dans une autre époque, puis ça te permet d'approfondir en fait quand même ton histoire de jeu et d'avancer dans le jeu, malgré tout, même si c'est en train de faire un tutoriel. Ce qui, au final, le rend plus digité et plus agréable, en fait, à jouer. On a un truc aussi similaire dans Shadow of the Mordor. Mordor. Shadow of the Mordor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui est inspiré de Seigneur des Anneaux, en fait, qui se passe dans le même univers. Puis le jeu, en fait, a trouvé une manière d'essayer de rendre le tutoriel moins chiant pour les personnes qui n'aiment pas les sections d'histoire. Souvent, quand on voit un tutoriel, c'est qu'on va utiliser, admettons, un tutoriel pour une section, comme on va voir après dans Ocarina of Time. On utilise ce moment-là pour un moment calme, avec quasiment aucun danger, où le joueur, en fait, va juste apprendre à connaître son personnage, l'univers autour de lui, son village, etc. Puis à travers ce tutoriel-là, ben, on va apprendre quelques mécaniques de jeu à travers des moments sécuritaires, en fait, où le joueur n'a pas de chance de perdre le jeu. Mais Shadow of the Mordor s'adresse à un public qui se penche plus sur l'action. J'ai envie de défoncer des orques, puis j'ai pas envie de passer mon temps à savoir c'était quoi le passé de mon personnage, concrètement. Fait que pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on montre des sections de notre personnage qui bougent entre le passé, en fait, différentes époques de sa vie par rapport à où est-ce qu'il est rendu à ce moment-là. Et quand le personnage interagit avec un moment de l'époque, il va retourner à un moment de tutoriel précis qui va être suivi d'un moment d'action. Ainsi, comme par exemple, le personnage reprend son épée et fait une transition avec un moment où il était avec son fils et il l'entraînait à se battre à l'épée. Fait que pendant que là, j'ai mon parti de tutoriel où j'apprends à parer et à attaquer, qu'est-ce qui est les deux choses basiques en fait du jeu. Et juste après avoir fini cette petite partie-là tutoriel, je passe tout de suite à l'action du jeu, comme ça ici, où je me mets vraiment dans une scène d'action où je suis en train de me battre des orques parce que là, on apprend rapidement que la place où on était en train de se faire attaquer, mon fils est en danger, ça nous met tout de suite dans un moment plus de pression à ce moment-là. Même si je continue d'apprendre certaines choses dans le jeu, comme par exemple les exécutions, que je ne pouvais pas apprendre au moment où j'étais en train de pratiquer avec mon fils, parce que je ne vais pas exécuter mon fils. Honnêtement. Fait que là, ça nous met tout de suite dans cette phase l'action-là comme ça, puis ça nous permet en fait de tout de suite aller dans le tas directement, puis de tout de suite être plus dans l'ambiance du jeu directement, au lieu d'avoir une longue partie plus tutoriel où j'apprends toutes les mécaniques d'un coup. Fait que là, on va passer un peu cette phase d'action-là. Et une fois que c'est fait, j'ai encore un souvenir flashback en arrière où je reviens dans ce monde fantomatique-là un peu et que je tombe sur ma femme qui est morte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on retourne à nouveau dans le passé, ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre d'une manière très simple la discrétion dans le jeu. En fait, tout simplement, m'accroupir pour être capable de surprendre ma femme puis lui donner des fleurs. Comme ça ici. Et dès que cette petite passe d'histoire-là est passée, on retourne en mode action. Bon, après cette publicité de 5 secondes. Tout de suite, on passe action. Et on me demande de réussir à sortir en fait, de réussir à tuer les orques qui sont dans la place de manière discrète. Fait qu'en fait, le jeu continue à garder le principe de tester, nous apprendre des mécaniques et ensuite nous tester dans ces mécaniques-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ce que ce jeu propose là, c'est que comparé à ce qu'on va voir juste après avec Ocarina of Time, ben le jeu nous propose vraiment de rentrer directement dans l'action et nous faire apprendre les choses étape par étape au lieu de nous faire un grand tutoriel de 30 minutes et après ça de pouvoir passer au jeu. Je suis directement dans l'action du jeu principal, je suis pas juste dans un long prologue qui servira à rien par la suite. Et justement, quand on arrive en Zelda Ocarina of Time, on va parler justement de de tutoriel-là de 30 minutes et d'une diégétique qui était comme à moitié assumée. C'est un truc qu'on peut. C'est un truc qu'on peut voir dans certains jeux.
Mais dans Zelda Ocarina of Time, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, quand on commence, en fait, on se retrouve dans le village Kokiri, où Link est un enfant. Euh, et en fait, la seule façon de pouvoir accéder au premier donjon du jeu, ça va être de récupérer un épée et un bouclier pour pouvoir, en fait, me défendre dans le donjon. Fait que là, on va passer le bout d'histoire qui passe en full de temps. Et la zone qu'on voit actuellement, c'est toute une grande zone d'exercice où, en fait, on va pouvoir apprendre toutes les mécaniques de manière sécuritaire euh, avant de passer vraiment à l'action du jeu. Donc, qu'est-ce qui est pratique avec ce type de zone-là, c'est que ça apporte vraiment une manière de donner du passé à notre personnage de manière plus calme et donner vraiment le temps aux joueurs d'appréhender puis d'essayer les mécaniques comme eux ils veulent. C'est le principe, en fait, qu'on voit dans certains jeux d'une training room. Dans certains jeux plus d'action, il y a un moment, mettons, si on prend l'exemple, je sais pas moi, de Valorant, ben, il y a une place où on peut aller juste se pratiquer à tirer pour tester notre vitesse de tir. Ben là, ici, c'est le même principe. On va apprendre les mécaniques aux joueurs au fur et à mesure pendant qu'ils explorent en fait ce territoire-là. Et on va le laisser jouer et appréhender lui-même les mécaniques, faire ses essais, essayer de sauter, de passer un les passer. Là, c'est sûr que là, c'est un jeu walkthrough, fait qu'il va directement aller aux bons endroits. Euh, mais en fait, ça nous permet quand même de prendre le temps, en fait, dans cette zone-là, de choisir par moi-même la vitesse d'action que j'ai envie de prendre pour le jeu. Fait que c'est vraiment deux manières de penser entre Shadow of Mordor et Zelda. Dans Zelda, on assume que le joueur va vouloir prendre le temps d'explorer, on lui donne une grande zone pour faire ses essais. Alors qu'en Shadow of Mordor, on se doute que les joueurs veulent directement rentrer dans l'action. Alors qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose des petites sections d'histoire pour mettre en contexte ce personnage, mais quand même, on les met rapidement dans l'action principale du jeu qui est de tuer des orques. Et qu'est-ce que je veux dire aussi par diégétique à moitié assumé, c'est qu'est-ce qu'on va voir ici. Dans le jeu jusqu'à maintenant, en fait, la plupart du temps, ben, c'est les personnages qui vont me dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. J'ai pas d'objectif qui me dit va là pour récupérer l'épée, va là pour récupérer le bouclier. C'est moi-même en explorant qui dois trouver l'épée et le bouclier du jeu. Mais une fois que j'ai récupéré l'épée, j'ai le pop-up qui apparaît, qui me dit tu as récupéré l'épée Kokiri, va dans ton équipement subscreen, puis choisis ton épée, puis ajoute-la dans ton équipement. Fait que ça, en fait, c'est un choix de design intéressant qui nous propose, en fait, simplement de dire, ben, quand t'es vraiment dans le jeu, ça va être de la diégétique, mais dans les dialogues, puis dans les pop-ups que tu vas voir quand tu récupères, ben, on va te dire directement ce que tu dois faire, comme ça, c'est sûr que ça va être clair pour toi. On a un autre moment aussi par là où on a les personnages qui t'apprennent le lock-on, etc. Puis à chaque fois qu'on t'apprend ces mécaniques-là, ben on va à chaque fois te dire directement appuie sur cette touche-là pour le faire. Fait que c'est dans ce temps-là qu'on parle d'une diégétique à moitié assumée parce que c'est pas un pop-up du jeu qui va dire fais ça, fais ci. C'est quand même les personnages qui vont te parler puis te dire fais ces actions-là avec ces boutons-là. Fait que c'est pour ça qu'on peut se demander est-ce que c'est mieux, moins bien. Moi, je pense quand même que c'est mieux parce que c'est quand même toi qui vas parler au personnage puis qui apprend en même temps un peu des moments d'histoire à travers ça. Mais qu'est-ce qui fait pareil, c'est qu'il faut bien apprendre les touches d'une manière ou d'une autre. Puis ben, je pense que c'est une manière assez diégétique de l'intégrer à l'intérieur. Fait que là, les bons côtés puis les mauvais côtés de ça. Ben, les côtés positifs, c'est aussi c'est dur à manquer puis c'est clair, comme les autres d'avant. Mais aussi c'est un peu plus marquant. Quand j'arrive à trouver le bouclier à l'intérieur ou qu'on m'apprend en fait à faire un lock-on sur un caillou, ben je me souviens quand même plus que c'est un personnage qui me l'a dit que quand c'était un pop-up qui me l'avait montré. On peut parler ça de différentes techniques, mais quand c'est comme dans Shadow of Mordor, utiliser le moment où je dois surprendre ma femme avec des fleurs, ben c'est plus surprenant que juste d'avoir un pop-up qui me dit comme ben pour faire une attaque discrète, attaque par derrière, comme on a vu dans Dying Light, avec le pop-up qui disait ben va derrière les ennemis puis appuie sur F, je crois que c'était pour les attaquer par derrière. Le côté plus négatif, c'est que ça sort quand même de l'immersion, même si c'est moindre. Fait que, tu sais,
Comme quand je m'attends pas que dans l'univers de Zelda, quand je parle à quelqu'un, il y a quelqu'un qui me dise appuie sur A pour attaquer. Mais quand même, ça me sort un peu, mais c'est toujours moins pire que juste le pop-up qui arrive. Puis le problème négatif principal de ça, c'est que si c'est mal fait, ça apporte beaucoup de négatifs. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit ici, le pop-up de Dying Light, oui, ça me sort des dialectiques, mais ça prend 2 secondes. Pareil pour New World. Le tutoriel qui m'est proposé, ok, au bout de 1 minute, j'ai compris comment faire la discrétion, j'ai compris comment attaquer, me défendre. Juste 1 minute. Ici, pour faire un apprentissage par l'explication diégétique, il faut du contexte. Dans Ocarina of Time, il faut que j'explore pendant 30 minutes le village pour comprendre toutes les mécaniques. Dans Shadow of Mordor, il faut que je passe à travers l'histoire, de voir ma famille, etc., puis d'apprendre les mécaniques comme ça. Pareil dans Assassin's Creed, il faut que je passe à travers tout le moment où je fais juste suivre un fantôme qui me donne la direction où aller. Fait que si c'est bien fait, ça apporte du positif au jeu. Mais si c'est mal fait, vous avez un tutoriel poche, mais en plus un tutoriel poche qui dure plus longtemps. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Maintenant, on va passer par le type d'apprentissage qui est, on peut dire, le plus diégétique et le meilleur pour les joueurs, l'apprentissage par la découverte. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage par la découverte? C'est quand rien n'est dit directement au joueur, et c'est par son essai-erreur et par son travail de mécanique et par juste le guidage du jeu que j'apprends une mécanique. On va tout de suite passer par un de base qui est une très bonne explication, Baba is You. Après cette publicité de chocolat qui a l'air vraiment pas bon. Bon, elle a tellement l'air d'avoir une vie remplie. Merci. OK. Donc, Baba Is You, on peut le voir rapidement ici. Le concept du jeu, concrètement, c'est, en fait, on a ces phrases-là qui arrivent, qui dit quelque chose est quelque chose. Par exemple, si on revient un peu au début de ce niveau-là, ici, on a Wall is stop. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que le joueur ne peut pas traverser les murs parce qu'il est stop. Fait qu'après ça, ben rien ne m'est expliqué, mais par exemple, je fais que si je tasse le stop, mais maintenant wall n'est plus stop. Wall n'est rien actuellement. Donc je peux passer à travers. Et si on regarde en fait le premier niveau du jeu, en fait tout ce qu'on a, c'est les éléments qui pop au fur et à mesure. Fait pour vraiment nous montrer qu'est-ce qui est quoi. Et après ça, le jeu ajoute des éléments supplémentaires qui est le flag is win, wall is stop, rock is push. Et après ça, on a Baba is you. Et j'ai un petit truc qui me dit déplace-toi pour bouger. C'est tout. C'est le moment de tutoriel du jeu qui te dit voici comment jouer au jeu. Qu'est-ce que le tutoriel fait d'intéressant? C'est que là, en ce moment, je suis dans une room où c'est extrêmement facile de gagner le niveau. Tout ce que j'ai à faire, c'est à pousser les cailloux ou pour aller chercher le drapeau, ou je pense que je peux contourner. Je suis pas sûr exactement, mais je pense que oui. Pour aller chercher le drapeau, simplement. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça m'offre une salle, on peut dire, sécuritaire, dans laquelle j'ai une énigme hyper facile, et je peux juste expérimenter avec les éléments autour de moi et comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ensuite, je récupère le drapeau et je passe à la suite. Là, je suis bloqué là, et je suis bloqué à l'intérieur de la zone ici, et la seule chose avec laquelle je peux interagir,
qui est avec moi dans cette pièce-là, c'est le wall et stop. Donc, veux pas, le joueur n'a pas le choix de comprendre qu'il peut pousser l'écriture avant de pouvoir passer à la suite. Parce que sinon, je vais juste passer 10 heures dans cette salle-là avec rien qui va se passer. Et là, oh, tiens, le texte est devenu sombre. Puis maintenant, quand je passe à travers les murs, je peux marcher au travers. OK. Voici, je viens de comprendre la mécanique principale du jeu. Je peux bouger le texte pour changer les prompts et voir qu'est-ce qui va se passer. Puis je peux faire plein d'essais différents pour essayer d'expérimenter. Là, j'ai essayé de tasser le U, puis là, j'ai vu que je pouvais plus toucher à rien. Puis là, ben, ça me dit, ah, ben, tu viens de faire l'erreur que tous les débutants font. Ben, maintenant, fais un restart du jeu pour recommencer le niveau. J'ai aucun moment le jeu qui est venu me dire, un bubble de texte qui m'a dit, dans Baba Is You, vous jouez cette petite créature qui peut pousser des objets et qui peut pousser les phrases pour changer qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Le jeu m'a naturellement, par la découverte, appris comment jouer au jeu. Ça peut pas être réalisé dans tous les contextes, mais ça peut être réalisé souvent quand on a eu assez de temps en playtest et en level design pour réussir à le réaliser. Et c'est la meilleure méthode d'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est une méthode que j'ai entièrement fait en jouant. Le but d'un jeu, c'est de permettre aux joueurs de s'amuser et de jouer à un jeu. À partir du moment que je suis capable d'intégrer un tutoriel qui est le jeu, au lieu d'être un tutoriel qui est un apprentissage, ben c'est déjà mieux. Parce que j'ai vraiment été dans l'essence de mon jeu. Mon jeu est là pour jouer, il est là pour s'amuser. Je veux pas te faire apprendre des choses. Oui, je veux te faire apprendre des choses, mais je veux pas te faire apprendre comme si c'était un apprentissage. Je veux te faire apprendre parce que tu expérimentes dans le jeu. On va passer à travers d'autres exemples de tout ça ici. Juste vérifier que mon enregistrement marche toujours. Oui, tout est good. OK. On va passer dans un exemple d'un jeu qui est un peu plus complexe en termes de mécanique. Ben, pas complexe, mais qui a plus de mécaniques différentes. Un jeu en garde. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu passer. C'est un jeu assez discret. Pourquoi? Parce que c'est c'est un petit jeu indépendant qui est sorti tout récemment et qui se projette comme un genre de RPG un peu, ben pas RPG, mais un peu Souls-like dans le sens il y a du parry, du dodge, etc. Et le truc spécial de ce jeu-là, en dehors de ses mécaniques principales, qu'on va voir, parce que le principal des mécaniques, c'est le combat, ben, tu as deux actions différentes que tu peux faire dans le jeu. En fait, le jeu se concentre sur l'interaction avec l'environnement. Fait que j'ai deux actions différentes principales que je peux faire. Je peux frapper avec un coup de pied pour pousser des gens ou des objets, comme la table qui est là. Et je peux récupérer des objets dans ma main pour les lancer. Comme on voit ici, je peux juste frapper la table pour martyriser le gars derrière la table constamment. Sinon, le reste du temps, c'est du combat. Fait que le jeu a utilisé un système classique d'apprentissage pour le combat. Il m'a appris comment parer avec une touche qui me disait voici comment parer, un dodge avec une touche qui disait voici comment dodge, etc. On peut le voir au début ici. Bon. J'aime les publicités de 15 secondes de YouTube qu'on ne peut pas passer. Il y en a deux d'affilée. En fait, dans ce jeu-là, qu'on va voir, c'est un type d'apprentissage classique. Le jeu nous montre directement le gameplay qui est essentiel. Fait que le gameplay essentiel, c'est ben, appuie sur X pour attaquer. Appuie sur, je pense, c'est le bumper pour bloquer, comme ça ici. Attaque un ennemi, parry. Là, j'ai même un pop-up de parry qui me dit, ben voici comment parry, il faut que tu appuies sur Y, comme ça. Après ça, on me demande de tester la mécanique. Fait que ça, c'est du tutoriel vraiment classique. Mais là, c'est un jeu avec énormément d'interactions. Puis j'ai pas envie d'avoir un tutoriel pour chacune des interactions possibles. C'est pas intéressant. L'intéressant, c'est que même si le joueur risque de manquer une interaction, c'est de le laisser découvrir par lui-même les interactions qu'il peut faire. Comme par exemple, ici. Comme ça ici, je vais passer au moment où ça arrive. OK, ici comme ça.
Ben, à ce moment-là, il n'y a aucun moment dans le jeu qui explique au joueur que il peut lancer sa lanterne dans le canon pour faire exploser le canon sur les ennemis. C'était entièrement le joueur qui a trouvé une lanterne, qui s'est dit je peux la ramasser, je peux sûrement faire quelque chose avec, qui a vu le canon, et qui s'est dit ah tiens, ben si je lançais la lanterne sur le canon, est-ce que je pourrais le faire partir? Puis ça marche. Dans le tutoriel, en fait, il n'y a aucun moment où c'est dit tu peux faire exploser les canons. C'est qu'est-ce qu'il dit, c'est que tu peux ramasser des objets. Et après ça, c'est au jeu d'offrir la liberté suffisante aux joueurs de pouvoir utiliser ces mécaniques-là pour faire ce qu'il a envie de faire. Puis dans ce cas-là, ben, le joueur avait envie de faire exploser un canon. Il a découvert qu'il pouvait le faire par hasard, puis il est heureux de cette découverte-là parce que ben, il a fait c'était comme un, et justement, une sensation de découverte. Tu es content quand tu essaies de faire quelque chose, puis que tu te rends compte que ça marche parce que tu te sens clever, tu sens que c'est genre, tu as vraiment eu l'intelligence en fait d'utiliser cette bonne situation-là à ce moment-là, puis que c'est pas juste le jeu qui t'a poussé à faire ça parce que c'était la meilleure chose à faire dans cette situation-là. C'est toi-même qui l'as découvert. C'est pour ça que dans le tutoriel, j'ai mis le petit tonneau rouge qui explose. Dans les jeux, la plupart du temps, on n'a pas rien qui nous dit attention, ce tonneau-là est explosif. Si tu tires dessus, il va exploser avec un pop-up. C'est toi-même, par ton expérience passée de joueur, puis par le fait que ça a l'air de tonneau explosif, puis tu sais que quand tu tires dans quelque chose qui est explosif, ça va exploser, que tu le fais, puis tu découvres ça. C'est quelque chose qui a été vraiment développé dans le tout premier Mario. J'ai pris une vidéo justement qui en parlait de tout ça parce qu'il fait des découpages intéressants à plusieurs moments du jeu. Puis on va regarder en même temps qu'est-ce qu'ils font. Dans le jeu, ici, Mario, j'ai même dans le livret du jeu, j'ai pas tant d'explications sur comment jouer. Mario, c'est pas un jeu tellement compliqué de base en termes de mécanique, c'est que tu te déplaces puis tu sautes. Mais il y a quand même plusieurs petites profondeurs de différence. C'est quoi les types d'ennemis? J'ai différents pick-up que je peux ramasser. Puis il y a une manière, en fait, par la découverte, tout simplement, de faire découvrir aux joueurs comment jouer pour qu'ils puissent s'amuser dans le jeu par la suite. Ici, par exemple, ben ça, c'est un peu un élément de guidage qu'on voit ici, mais le joueur, dans la plupart du jeu de Mario, Mario est toujours au centre de l'écran. Si on se tasse plus loin en fait, même plus tôt dans la vidéo, comme on voit, quand le joueur se déplace, c'est toujours au milieu de l'écran. C'est parce que c'est zoomé, comme ça. Mais ici, quand on commence le premier niveau, on a tout de suite Mario qui est à gauche de l'écran avec un grand espace vide devant. Cet espace-là offre deux choses. Premièrement, c'est un espace sécuritaire. Fait en ce moment, le joueur ne voit aucun danger, puis ça lui permet de niaiser un peu, puis de jouer avec ses touches, expérimenter, etc. Mais aussi, ça lui montre que l'endroit où il doit aller, c'est devant. J'ai pas un objectif qui m'a dit va à droite. Je vois immédiatement, par le fait que c'est bloqué par l'arrière, puis par le fait que j'ai un grand espace devant, que je dois bouger à droite, comme c'est raconté dans la vidéo. Quand j'arrive ici, comme ça, on voit le gros question mark ici qui est présent, qui attire tout de suite ma curiosité parce que ça clash avec le reste du décor. Ici. Puis j'ai le premier ennemi qui s'en vient vers moi. Comment est-ce que je sais que c'est un ennemi? Ben, premièrement, il bouge dans ma direction, ce qui peut potentiellement représenter un danger. Il y a aussi l'air méchant par son mono-sourcil, maintenant que je me rends compte, son mono-sourcil froncé. Puis, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le jeu vient et dans cette simple situation-là, le jeu est en train de me dire soit t'apprends notre mécanique principale, soit t'avances pas. Pourquoi? Parce que si le joueur ne bouge pas dans cette zone-là, puis ne saute pas, il va mourir. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Ben parce que ça fait 5 secondes que je joue. Le début, il est là. Même si je meurs puis je recommence 3 mètres plus loin. Fait que je peux forcer le joueur à essayer de comprendre comment sauter avant de passer à la suite. J'ai pas besoin de dire au joueur saute 3 fois, comme on l'a vu dans En garde, avec le pop-up qui dit attaquer 4 fois un ennemi ou bloquer 3 attaques, parce que je donne naturellement une situation au joueur où je suis en mode apprends la mécanique puis pour passer à la suite. Là, je ne passerai pas à travers toute la vidéo, mais si vous voulez voir ici, les liens ici, c'est Design Club, Mario, etc. Je pourrais envoyer le lien si les personnes vont. Mais il analyse le niveau en complexe, puis il montre à quel point ce premier niveau-là est assez un génie de level design.
pour plein de situations différentes. Le fait du premier Goomba qui te bloque, que si tu essayes de sauter en esquivant, mais tu vas rebondir sur le plafond. Le fait qu'en rebondissant vers le plafond par accident, mais tu fais spawn le premier pop-up du jeu qui est très difficile à manquer parce qu'il s'en va directement sur toi. Puis dans cette situation-là, c'est dur d'esquiver parce que tu vas bumper puis tu vas tomber dessus. En tout cas, il y a plein de trucs très intéressants dans le premier niveau de Mario. Fait que je vous conseille d'aller regarder cette vidéo-là ou aussi jouer le niveau par vous-même si vous n'avez pas encore fait. Parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses là-dessus. Fait que l'apprentissage par la découverte, c'est quoi les bons côtés positifs et négatifs? Le joueur, il n'a pas l'impression d'apprendre. Il est en train de s'amuser. Je joue au jeu actuellement. Quand j'apprends quelque chose, je suis heureux d'avoir appris quelque chose parce que j'ai l'impression de l'avoir découvert par moi-même. J'ai pas un livre de texte qui m'a été donné devant moi. Puis j'ai vraiment un sentiment de récompense quand je découvre quelque chose. Quand je me rends compte que je peux lancer la lanterne sur le canon puis le faire exploser, je suis satisfait. Je viens d'éliminer 3 ennemis d'un coup, puis personne m'avait dit que je pouvais faire ça, puis j'ai eu moi-même l'idée de le faire. Le côté négatif, c'est que la découverte, ça demande un challenge. Puis si le joueur rate le challenge, il va rater la découverte. C'est pour ça que dans ce genre de jeu-là, en fait, dans un bon tutoriel de jeu, on a toujours un mix de tous les types de tutoriels que je vous ai présentés plus tôt. Parce que il y a un moment où il faut apprendre les touches. On n'a pas le choix. On va pas laisser le joueur, tu sais, Mario, c'est simple, il y en a 3 boutons dessus. Aujourd'hui, les jeux sont beaucoup plus complexes et ils commencent souvent déjà avec beaucoup plus de mécaniques. Je ne peux pas me permettre de laisser ça au hasard complet jusqu'à temps que le joueur se rende compte des actions qu'il peut faire dans le jeu. Fait que, de base, souvent, on va avoir tout simplement un bout de tutoriel qui va me dire, appuie sur A pour faire ça, appuie sur X pour faire ça, etc. Mais le reste qui n'est pas essentiel peut être fait par la découverte. Puis c'est à partir du level design, à partir de beaucoup de playtests qu'on doit développer des niveaux capables de faire cette découverte-là. On va passer tout de suite à un des meilleurs exemples de ça, le jeu Portal. Ouais, ça a quand même l'air bon, ça. OK. Fait que revenons au début. Oh, t'es sérieux? Ok, c'est bon. Dans Portal, on commence dans une zone, comme ça, entourée de vitres. On a un petit spot qui me montre que j'avais l'air d'être peut-être en train de dormir. J'ai l'air d'être emprisonné à ce moment-là. Et je me retrouve dans cette salle-là avec un timer qui découle de 50 secondes. Fait que j'ai tout de suite l'appréhension de me dire, OK, dans 50 secondes, il va se passer quelque chose. Je vais pas être là pendant 5 minutes. 50 secondes. Là, j'ai un petit pop-up discret qui me dit, OK, mais réalise ces actions-là. Retourne-toi, bouge, etc. Et une fois que j'ai réalisé ces actions-là, après un certain temps, on propose une autre action. Maintenant, appuie sur A pour sauter. Puis, j'ai 1 minute pour faire juste ces 2 mécaniques-là. C'est le seul apprentissage que je fais à ce moment-là. En dehors de... tout le long, on a la voix de GLaDOS qui nous parle et qui nous présente en même temps. Fait que quand je suis là en ce moment, je suis pas juste pris pendant 1 minute à apprendre 2 mécaniques de base d'un jeu. Je suis en train vraiment d'apprendre l'histoire du jeu puis de voir qu'il se passe des affaires bizarres puis d'avoir l'appréhension de me dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 secondes. Ensuite, première chose qui se passe ici. Quand j'arrive ici, j'ai la première mécanique du jeu qui m'est proposée, le portail. Je me vois à travers un portail, ici, puis je peux passer à travers pour passer à la suite. Dans un jeu plus récent, certains jeux qu'on peut voir, admettons qu'on pense au, je sais pas moi, au jeu The Witcher, quand je commence, j'ai déjà accès à mes pouvoirs, à mes attaques à l'épée, puis à mes déplacements, à monter à cheval, j'ai tout ça accès quasiment dès le début du jeu. Alors qu'ici, oui, on me montre la mécanique des portails, mais c'est pas moi qu'on me demande de placer les portails. On m'introduit les portails
par une manière un peu d'obéissance où je dois moi-même réussir à passer à travers le portail, puis je dois comprendre comment le portail, la base d'un portail fonctionne avant de passer à la suite. C'est pas même pas moi qui ai eu besoin de le poser. En ce moment, mon seul travail, c'est de comprendre que quand je passe à travers un portail, je me retrouve ailleurs. Juste à ce moment-là, j'ai compris la base. Ensuite, on passe à la suite, puis on arrive dans cette nouvelle salle-là. Là, j'ai un cube, ici. C'est l'énigme sûrement la plus simple du jeu. Ben, en fait, oui, c'est l'énigme la plus simple du jeu. Où simplement, je vais poser un cube là. La manière que c'est fait, quand on voit ici, c'est quand j'arrive dans cette salle-là, si, mettons, je marche sur le bouton qui est placé, ah, ben tiens, juste devant la porte, qui donne pas mal envie de marcher dessus, ben, je vais voir la porte s'allumer, puis j'ai même une petite trail qui m'indique la direction, en fait, pour vraiment montrer que le bouton est relié à la porte. Quand je passe dessus, wow, la porte s'est ouverte. C'est là, quand j'avance, directement après, j'ai un cube qui tombe à côté. Puis j'ai un bouton qui me dit, voilà comment pick up un objet, puis qui va rester présent jusqu'à temps que j'aille attraper l'objet. Comme ça. Et je peux le récupérer et le placer sur la porte, sur le bouton, pour passer à la suite. Tout le long, en fait, de ça, j'ai plusieurs salles qui vont passer, qui vont apprendre chacune des mécaniques petit à petit dans le jeu. Et ça prend à peu près jusqu'à la salle, je pense, 4 ou 5 avant que j'aie moi-même le droit de poser un portail par moi-même. Puis ensuite, ça prend jusqu'à la salle, 6 salles par après, de niveau puis de puzzle, avant qu'on me donne le deuxième portail que je peux utiliser. Fait que ça, en fait, c'est vraiment un apprentissage qui se fait tout en douceur, dans lequel, oui, on m'a donné, je pense, 3 pop-up de trucs à faire. Et tout le reste, je suis dans le jeu et j'apprends par moi-même à partir des situations puis des puzzles qu'on me propose. Tout le long. Là, ici, boum, on est arrivé, je pense que c'est la 3e salle. Jusqu'ici, on a le premier portail qui monte, puis là, on montre que directement à ce moment-là, que les portails qui apparaissent sont reliés au portal gun. Après ça, j'arrive ici, puis boum, pile au moment qui est timé dans le jeu, quand la porte s'ouvre ici, puis que je peux passer à la suite, pile à ce moment-là, j'ai le portail qui est tiré puis qui apparaît sur le mur pour m'inviter à passer par la suite. Et quand j'arrive ici, je peux prendre mon portal gun. Là, on se retrouve dans une situation que je vous ai parlé dans le dernier cours de guidage, qui est un point of no return. Là, ici, je viens de tomber dans un trou, comme ça ici, et la seule façon que j'ai de pouvoir ressortir de ce trou-là, c'est d'utiliser la mécanique du portail, puis de comprendre que je peux tirer les portails sur un mur pour pouvoir créer un chemin vers le prochain portail. J'ai pas le choix de comprendre la mécanique avant de passer à la suite. C'est comme ce qui s'est passé avec le premier Mario. J'ai pas le choix de comprendre que je peux sauter avant de pouvoir passer à la suite du jeu. Fait que là, ensuite, j'ai encore des essais. Puis là, maintenant, on veut m'apprendre que tous les endroits où je peux déposer des portails. Cette zone-là, ici, a l'air banale comme exercice, mais qu'est-ce qu'il veut me présenter? C'est que jusqu'à maintenant, j'ai toujours passé par les portails bleus. Là, qu'est-ce que je veux m'apprendre? C'est que les portails, je peux passer par n'importe quel sens. Je peux utiliser le portail bleu pour rentrer, comme je peux utiliser le portail orange pour rentrer. Les portails sont à double sens. Fait que là, nouvel apprentissage de fait. J'ai pas eu l'impression d'apprendre ça, j'ai juste compris. Ici maintenant, ben là, j'apprends que je peux passer des objets à travers des portails. Chaque salle apprend un nouvel élément. J'ai pas l'impression d'être dans une phase de tutoriel parce que en même temps que tout ça se passe, j'ai GLaDOS qui m'accompagne en EA, qui me parle du jeu, qui fait poser des questions sur qu'est-ce que je fais là, qui je suis, etc. Fait que Portal, en fait, je sais que la majorité d'entre vous y ont joué, mais si vous avez l'occasion de retourner y jouer, regardez chaque salle, qu'est-ce qu'ils vous apprennent, qu'est-ce que vous avez compris à travers ces salles-là dans le jeu. Parce qu'il y a vraiment un apprentissage, euh, qui se fait dans chacune des salles, puis on n'a pas l'impression d'apprendre quoi que ce soit dans le jeu. J'ai juste l'impression de comprendre le jeu par moi-même. Ici, on va voir deux autres jeux qui font la même chose, mais un qui a réussi à le faire, Half-Life, et un qui a échoué,
à le faire dans Dead Space. Pas ce moment intéressant. OK. Dans Half-Life, cette zone-là, si vous êtes intéressé un peu au tutoriel et à l'apprentissage, c'est extrêmement connu comme moment. Le jeu en est rempli, mais c'est souvent cet exemple-là qui est utilisé parce que c'est un moment qui est vraiment le plus simple pour expliquer le concept de l'apprentissage par le guidage naturel et par la découverte. Ici, je me retrouve dans une situation où j'ai mon Gravity Gun, qui est un gun qui est capable d'attirer les objets et de les tirer à grande vitesse. Quand j'arrive ici, je vois un zombie, comme ça ici, qui est découpé en deux par une scie qui est plantée dans un mur. Quand je retrouve ici, ben, je pourrais tout de suite comprendre que, ah ben tiens, si je tire des scies à travers un zombie, il va couper en deux. C'est une bonne manière de les tuer. Mais peut-être que le joueur va pas comprendre ça. Parce que ben peut-être qu'il va se dire, ben, c'est juste un élément de décor. Pourquoi est-ce que ça serait spécifiquement la scie? T'sais. Fait qu'est-ce que je fais? C'est grâce à ça que je me retrouve dans cette situation-là où je suis bloqué par deux scies ici. Et quand j'essaie de passer, je peux pas. La seule façon de passer à cet endroit-là, c'est de récupérer une des scies. Et pile au moment où on récupère la scie, il y a un zombie qui se passe devant moi et par réflexe, on tire. Et boum, zombie coupé en deux. Dans cette toute petite scène-là, ici, j'ai compris que les scies étaient extrêmement puissants pour tuer les zombies. Puis le jeu m'a pas dit, nous vous proposons d'utiliser les scies pour couper les zombies en deux. C'est juste moi qui ai découvert ça, puis que l'impression d'avoir fait une découverte que je suis comme « Oh wow, c'est vraiment une nouvelle arme que je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser. » Alors que c'est vraiment les développeurs qui ont tout mis en œuvre pour que tu puisses savoir que tu peux utiliser ça. Ça, c'est juste un des nombreux exemples, mais il y en a plusieurs à travers Half-Life. Un autre est utilisé justement pour la rencontre avec un ennemi dans le jeu, qui est, je pense, juste ici. Comme ça. Dans Half-Life, il y a des ennemis comme ça, qui, quand tu rentres en contact avec, ils vont te tirer en haut pour te manger, en fait. Fait qu'il faut, dans ce temps-là, tu es un peu pris, il faut que tu les tues, mais tu prends du dégât tout le temps. Comme. Fait que là, de quelle manière cet ennemi-là est introduit dans le jeu, ben, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à côté, on va effrayer un oiseau qui était posé, qu'est-ce qui est réaliste, parce que quand on marche à côté des oiseaux, ben, ils s'envolent puis ils passent. Puis en s'envolant, il va se faire prendre dans la langue, puis il va se faire complètement manger. Là, je viens de comprendre comment cet ennemi-là fonctionnait. Ensuite, quand on arrive ici, on doit passer par ce chemin-là pour passer à la suite du niveau. Puis ce chemin-là est bloqué par des barils, comme ça ici. Puis j'ai pas le choix de les pousser pour réussir à avancer dans le jeu parce que sinon je suis bloqué. Fait que je pousse le baril, comme ça, pour essayer d'avancer. Et quand je pousse le baril ou je le tape, ben, quand il arrive, boum, ah tiens, l'objet s'est fait prendre à l'intérieur. Là, je viens de comprendre que la meilleure manière d'esquiver ces ennemis-là, c'est de leur donner autre chose à manger que moi-même. Et tout juste après avoir fait cette découverte-là, dans un lieu qui avait déjà plusieurs barils, ben, on peut trouver, ah ben tiens, ces deux barils-là, eux, sont inflammables. Ah tiens, si jamais je leur donnais à manger ces barils-là, parce que j'ai pas le choix de leur donner à manger un baril, sinon je vais me faire prendre dans toutes ces langues-là. Fait que je vais leur envoyer celui-là. Puis quand tu leur envoies celui-là, qui est un baril explosif, boum. Aucun moment le jeu m'a expliqué la stratégie. Aucun moment je me suis senti que le jeu me demandait de jouer de cette manière-là. J'ai juste découvert que je pouvais faire ça pour dealer avec ces ennemis-là. Ça, c'est la manière, comme Portal, une des manières parfaites de faire ça. Puis il faut savoir que Valve, qui a fait Portal et Half-Life, sont connus pour faire énormément de playtests. Ils font des playtests genre à chaque semaine pendant les développements de leur jeu. Fait que c'est le genre de trucs qu'ils peuvent implémenter, ben pas facilement, mais qui ont plus de facilité à implémenter en général, parce que vu la quantité de playtests qu'ils font à travers leur jeu, ben pour eux, c'est naturel de tester constamment les niveaux, de tester constamment le tutoriel, puis de réussir à arriver
à une perfection au niveau de l'apprentissage par la découverte dans leur jeu. Mais si on regarde plus le cas de Dead Space, lui, veut nous apprendre de manière diégétique que la meilleure manière de vaincre ces ennemis-là, c'est de couper leurs membres. Ceux qui savent pas dans Dead Space, tu peux tirer sur les ennemis, mais ça leur fait pas énormément de dégâts. La meilleure méthode de leur faire beaucoup de dégâts, c'est de réussir à carrément couper leurs membres, comme ça tu les rends plus inoffensifs. Fait que comment le jeu va faire ça? Ben, il va commencer par nous mettre un gros écriteau ensemble qui va dire Cut their limbs, avec le gun qui permet de couper. Après ça, il va nous faire un pop-up dans l'arme qui va dire ben, tu dois tirer tire leurs membres pour faire plus de dégâts. Après ça, on va avoir un audio qui va nous dire ça sert à rien de tirer sur leurs membres, ça sert à rien de leur tirer dessus, tirer sur leurs membres pour les couper. Après ça, tu vas avoir un autre audio qui va te dire de faire ça. Après ça, tu vas avoir un pop-up qui va apparaître après l'audio qui va te dire pour conserver des munitions, tire sur leurs membres à la place. C'est plus un apprentissage par la découverte à ce moment-là. C'est un apprentissage explicatif. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait des playtests des Space, ils ont dû se rendre compte que les joueurs, avec juste les indices qui étaient laissés sur les murs et naturellement, ils s'en rendaient pas compte de cette mécanique-là. Fait qu'ils se sont dit, pas le choix, on va juste rajouter 1 million de pop-up qui leur dit c'est ça la manière de jouer au jeu, c'est ça la manière de réussir pour leur éviter le plus de frustration possible. Est-ce qu'il y aurait une manière pour eux de démontrer ça autrement? Très certainement. Il aurait pu avoir une cinématique avec un personnage qui tire pour éviter ça ou autre, mais tout ça, c'est des choses qui demandent du budget. Puis parfois, quand tu as un budget restreint, il faut que tu trouves une autre manière de le faire. Puis c'est là qu'on voit la différence entre prévoir tes niveaux, comme je disais au début, avec le tutoriel déjà en tête et faire ton jeu et inclure le tutoriel après. D'après moi, même si j'ai pas de preuve, je lance ça un peu en l'air, mais d'après ce que j'ai pu analyser, Dead Space a dû faire son tutoriel après la production principale du jeu. Ils se sont retrouvés que, ben, à la fin du projet, il y avait moins de budget, puis ils pouvaient pas se permettre de faire une cinématique supplémentaire avec un personnage qui utilisait le gun pour couper les membres. Ils n'ont pas pu mettre ça assez de manière progressive pour obliger le joueur à comprendre ça de lui-même par la découverte. Fait qu'à la fin, ils ont rajouté pop-up sur pop-up puis audio sur audio pour que le joueur puisse comprendre cette mécanique-là. Pourquoi? Parce que c'est une mécanique centrale du jeu. C'est plus dur de passer par la découverte les mécaniques centrales de ton jeu. Pourquoi? Parce que ben, si tu perds une mécanique centrale, ben, ça peut créer beaucoup de frustration pour le joueur. Quand on arrive pour Half-Life, t'es pas obligé de tirer des scies pour tuer les zombies. T'es pas obligé de utiliser le baril explosif pour faire exploser l'ennemi. T'aurais pu juste tirer un baril normal ou bien t'approcher d'eux assez pour pouvoir leur tirer dessus. T'sais. Mais le jeu te laisse quand même l'occasion de découvrir ça. Fait que c'est là-dessus qu'on revient au point que je disais juste avant. Après ça, la découverte demande un challenge. Si le joueur rate le challenge, il rate la découverte. Fait que parfois, même si tu as le goût de faire du tutoriel par la découverte, ben quand c'est tes mécaniques principales de jeu, tu peux juste pas prendre le risque. Puis parfois, ça fonctionne juste pas, au risque de créer plus de frustration pour le joueur. Fait qu'il faut lui dire directement, le gun sert à couper les membres, c'est plus efficace, fait que coupe les membres. Là, ici, on sort un peu de qu'est-ce que j'avais parlé pour l'apprentissage par la découverte. On va plus rentrer dans qu'est-ce que problème que je vous ai parlé plus tôt, qui est la différence entre l'apprentissage par l'explication classique et l'apprentissage par l'explication diégétique. Puis aussi, en fait, plus un exemple entre comment ça peut être très bien fait et comment ça peut être moins bien fait. En fait, dans... je sais pas si ça va avoir deux liens, moi, ça parle. J'ai-tu perdu... Ah bon, j'ai perdu mon lien pour God of War. Mais je vais expliquer concrètement. Dans The Witcher, le tutoriel est un tutoriel qui dure environ 16 minutes
où on commence à Kermoren, puis qu'on est dans le passé. Fait que pendant ce tutoriel-là, en fait, on est avec Ciri, on rencontre les anciens personnages qu'on va re-rencontrer plus tard dans le jeu. Ciri qui est notre quête principale tout le long du jeu, fait qu'on c'est un moment aussi de faire une attache avec. Après ça, ben, on a des moments où on fait la course, fait qu'on apprend les bases de l'escalade, des déplacements, parcours, etc., courir. Et une fois qu'on a fini la course, ben, on arrive à la fin, puis c'est un moment vraiment d'exercice de combat à l'épée. Passer ça ici. Fait que là, on apprend avec des pop-up, etc. Tiens, tu peux sortir ton épée avec ça. Tu peux sélectionner une target avec ça, etc. Ce tutoriel-là est bien. Et, en fait, il t'apprend tout ce que tu as besoin de savoir pour le jeu, puis en même temps, tu as du background sur le personnage qui va être ta quête centrale du jeu série. Tu apprends un peu plus à connaître son tempérament, tu apprends à connaître les autres personnages avec lesquels que tu vas rencontrer dans le jeu. Faut pas que tu sois complètement perdu si jamais tu n'as pas joué à The Witcher 1 ou 2. Mais ce tutoriel-là a un problème qu'on retrouve dans plusieurs autres tutoriels de jeu. C'est qu'il n'est pas inclus dans le jeu. En fait, ce tutoriel-là est un segment sorti de l'histoire principale et du gameplay que le joueur va avoir. Vous allez comprendre ce que je veux dire après. God of War, là, j'ai perdu mon lien, mais le tutoriel complet de God of War dure 1 heure, comparé à 16 minutes de The Witcher. À travers cette heure-là, en fait, je pense que je peux le retrouver. God of War, je pense que je l'avais ramassé. C'est ça là que j'avais écouté. Ouais. C'est en fait plus exactement 53 minutes avant que la quête principale commence pour vrai. Mais pourquoi est-ce qu'un tutoriel de 1 heure dans cette session-là est mieux qu'un tutoriel de 16 minutes? Normalement, on se dit, ben, un tutoriel, il faut s'en débarrasser rapidement. Passer à autre chose pour que le joueur rentre dans le gameplay directement. Ben, le truc, c'est que God of War, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils n'ont pas fait une section tutoriel au jeu. Ils ont inclus le tutoriel vraiment dans le jeu. Cette manière-là, comment? Ben, oui, j'ai un bout de tutoriel où j'apprends les différentes mécaniques du jeu, mais tout le long, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais tout ce que je fais dans le jeu normalement et je récolte des ressources, je gagne de l'expérience, et tout ce que j'ai gagné à l'intérieur du tutoriel, je le garde pour la suite du jeu, que ce soit des améliorations ou juste de l'argent. Fait que dans ce tutoriel-là, on va commencer, tu sais, les parties plus classiques. Après ça, ben, il va falloir partir chasser. Puis, qu'est-ce qui est mon inspiration pour le niveau que vous avez fait récemment? Euh, à ce moment-là, ben, on explore, on combat, on gagne de l'argent. Ah, je m'explique. On gagne de l'argent avec comme les pop-up qu'on a vu sur le côté. On deve peur des ennemis, puis quand on fait ça, on gagne des ressources. On peut même déjà trouver des éléments pour augmenter notre maximum de vie dans cette zone-là ici. Qu'est-ce qui est intéressant par ça comparé à Witcher? C'est que tout ce que je fais dans le tutoriel de The Witcher 3 est secondaire. Il n'y a absolument rien, je peux rien récolter, je peux rien pour améliorer mon personnage. Tout ce que je fais à ce moment-là, je le fais parce que je dois le faire, puis ça ne me donne rien à la fin, en dehors de l'histoire. God of War, lui, me donne de l'histoire pour le jeu, et en plus me permet de récolter des ressources et d'expérimenter au fur et à mesure du jeu. Oui, j'apprends des choses au fur et à mesure, mais j'ai pas un gros pavé de texte qui me dit bon ben passe à travers le tutoriel de 16 minutes puis passe à la suite. Pendant 1 heure, oui, ça dure 1 heure le tutoriel, mais pendant ce 1 heure-là, j'ai appris à connaître les personnages secondaires, j'ai appris toutes les mécaniques de l'exploration d'un donjon, et pour conclure tout ça, j'ai même 3 combats de boss à travers tout ça. Le premier qui est contre le géant ici. Après ça, un autre qui est contre mon fils transformé en ours, où j'apprends à utiliser la rage, mais ça c'est un peu plus tard. Puis finalement, j'ai même un combat de boss qui est super hypant pour les débuts du jeu, où je combats directement un autre demi-dieu dans un super combat chorégraphique comme on les retrouve dans les God of War. Etc. Donc, même si le tutoriel de God of War a duré
1 heure comparé au tutoriel de The Witcher qui dure à peine 16 minutes, j'ai quand même j'ai quand même appris plus de choses, puis j'ai vraiment, en fait, pas eu l'impression de suivre un tutoriel de 1 heure. J'ai eu l'impression de suivre des petits moments de tutoriel à travers le début de mon aventure qui durait 1 heure. Fait que, tu sais, Witcher, puisque c'est un jeu qui met beaucoup l'accent sur l'histoire, ben, peut-être que c'est important comme moment. Mais est-ce qu'il y aurait eu un autre moyen de l'inclure pour que je puisse avoir plus l'impression que qu'est-ce que je fais avait de l'importance dans ce moment-là? Peut-être. Fait que c'est tout ça à voir, ça dépend du type de jeu qu'on fait. Mais dans ce cas-là, si je devais comparer les deux, je dirais que celui de God of War a mieux réussi son travail en termes de tutoriel. Sinon, en fait, un dernier truc que je peux vous proposer, comme je vous ai montré pareil plus tôt, je vous ai parlé dans Zelda Ocarina of Time des training rooms. Puis des moments, en fait, intéressants du jeu. Ben, il y a une manière de proposer aux joueurs des éléments de jeu qui vont leur donner envie d'apprendre tes mécaniques et de devenir meilleur à tes mécaniques naturellement. Dans Titanfall, quand tu es dans le temps de chargement pendant que le jeu download, tu as accès à une section qui s'appelle The Gauntlet. Puis le Gauntlet, en fait, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est une section où on apprend comment jouer, puis les déplacements du jeu, puis à tirer tout en se déplaçant. Puis, ça ici, c'est devenu un speedrun. Les gens ont tellement aimé ça, puis ont tellement aimé devenir meilleurs là-dedans, qu'ils ont développé des techniques, puis en plus de jouer au vrai jeu, ils ont développé des techniques pour s'accélérer, puis devenir super bon là-dedans, puis réussir à passer cette section-là en genre 4 secondes, quand ils gagnent assez de vitesse. Fait que c'est vous montrer que les tutoriels, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on est obligé de juste passer au travail et passer à la suite. Comme God of War, ça peut être des moments où on interagit avec l'histoire, puis comme Titanfall, ben, ça peut être des éléments où on pousse le sentiment de complétion des joueurs pour leur donner envie de juste devenir naturellement meilleurs au jeu, sans avoir à leur forcer de leur dire, ben, deviens meilleur pour passer à la suite. Fait que qu'est-ce que ça nous apprend, tout ça? Ben, la première chose, c'est l'importance de l'apprentissage par étapes. Un jeu, ça n'a pas besoin d'introduire toutes ces mécaniques d'un coup. Même ça peut être intéressant d'attendre avant de donner une mécanique pour faire réaliser aux joueurs à quel point cette mécanique est précieuse. Dans le tutoriel de The Witcher, dans les 16 premières minutes, j'ai tout le principal du gameplay du jeu. Je sais comment me battre à l'épée, je sais comment utiliser mes signes, je sais comment courir, sauter, etc. Dans God of War, en 1 heure, ben, d'abord j'ai appris à me battre. Après ça, j'ai appris à escalader, j'ai appris des éléments un peu de discrétion. Après ça, j'ai appris différents types de combos. Après ça, j'ai appris comment utiliser les différents types de donjons. Ça, même en 1 heure de jeu. Puis j'ai pas eu l'impression qu'il me manquait quelque chose quand j'ai commencé à jouer. Parce que le jeu m'a donné des choses au début. Je me suis amusé avec ces choses-là. Et avant que je me mette à m'ennuyer parce que je manquais d'éléments de gameplay, il m'a donné quelque chose de nouveau. Ça, oui, on parle ça dans 1 heure, mais c'est des choses qui peuvent être réparties dans tout le jeu au complet. Quand on pense par exemple à un Metroidvania, etc., où on a des mécaniques de base au début, puis au fur et à mesure que j'explore le jeu, ben je découvre des nouvelles mécaniques qui me sont utiles dans le reste du jeu. Fait que concrètement, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça réduit la charge cognitive des joueurs. J'ai pas besoin de retenir plein de mécaniques d'un coup. J'ai un sentiment de renouveau qui m'arrive au fur et à mesure. Fait que j'ai passe la moitié d'un niveau avec juste une mécanique, puis après ça, à la deuxième moitié, je découvre une nouvelle mécanique, puis là, tiens, ça change la perspective du jeu. J'ai quelque chose de nouveau que je peux prendre en compte, puis j'ai quelque chose de nouveau avec lequel je peux m'amuser. Leur laisser le temps de maîtriser les outils. Dans God of War, j'ai le temps d'apprendre les coups de base à la hache avant qu'on me donne des combos que je peux faire avec. Ça met la lumière sur certaines mécaniques qui auraient pu être oubliées. Si on me donne, par exemple, dans The Witcher, on me donne les 5 signes de pouvoir d'un coup. Puis moi, concrètement, qu'est-ce que ça a fait? C'est que pour une grosse partie du jeu, j'ai juste utilisé 3 signes. Parce que les 2 autres, ben, je voyais pas trop de situations où je pouvais les utiliser. Puis à chaque fois, ben, je me débrouillais d'une autre manière parce que j'étais meilleur dans les autres signes, même si, admettons, le signe de hard, ben, je suis meilleur pour l'utiliser. Fait que même si le signe de igni aurait été meilleur dans cette situation-là, ben, je préfère quand même utiliser hard parce que je suis meilleur avec. Alors que si les signes m'étaient introduits
un après l'autre doucement, ben j'aurais vraiment vu l'importance de chacun des signes au fur et à mesure que j'aurais appris. Puis ça m'aurait vraiment montré à quel point, dans certaines situations, ben certains signes sont juste meilleurs. Puis ça aurait pu, comme, encore plus approfondir mon gameplay, alors que j'ai coupé d'une partie de mon gameplay pendant une bonne partie du jeu. Puis aussi, ça donne des indices aux joueurs sur la manière de faire. Faut pas oublier que quand les joueurs ont plein de mécaniques différentes, ils savent pas toujours qu'est-ce qu'ils doivent faire pour passer à l'étape suivante. Alors, par exemple, si on prend l'exemple d'un bon vieux Zelda à donjon, comme on connaît Ocarina of Time, Twilight Princess, etc. Dans Zelda, au début, j'ai mon épée puis mon bouclier. C'est ma mécanique. Après ça, je vais faire un premier donjon et je vais trouver un objet dans ce donjon-là. Et cet objet-là, ben, va m'être utile pour ce donjon-là. Puis dans tout le donjon, je vais apprendre à utiliser cet objet-là. Après ça, je vais arriver dans un nouveau donjon. Puis je vais me retrouver à nouveau avec des situations que je peux difficilement régler avec qu'est-ce que j'ai comme équipement. Et au bout du milieu du donjon, on va me donner un nouvel objet. Puis là, je vais comprendre, ah, ok, maintenant je peux utiliser ça, puis ça va être beaucoup plus facile pour moi de passer à travers le donjon puis ces étapes-là. Les items dans Zelda me montrent des situations difficiles, me proposent un objet pour régler ces situations difficiles, et après ça me donne le temps d'expérimenter et de maîtriser cet objet-là avant de passer à la suite. Si dans Zelda, on m'avait donné les 8 objets du jeu d'un coup, mais peut-être que j'aurais été coincé dans le premier donjon parce que je suis comme, ok, mais je suis devant cette situation-là, mais j'ai genre, bon, ok, je dois faire de l'essai-erreur avec les différentes mécaniques que j'ai pour comprendre comment ils fonctionnent. Tu sais? C'est pour ça que l'introduction par étapes, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'améliorer l'expérience du joueur puis de constamment la renouveler. C'est pareil dans Hollow Knight avec le système de compétences. En fait, dans toutes les Metroidvania, comme j'ai dit, où tu découvres des choses étape par étape. Et aussi, par exemple, dans Dying Light, où le système de parcours est très profond, mais demande aussi des combinaisons de touches pour le faire. Fait qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils me donnent le système de base au début. Et après ça, toutes les autres compétences sont à travers, qu'est-ce qu'on trouve dans beaucoup de jeux, un arbre de compétences. Donc, on me propose un type de jeu de mécanique de base dans lequel je peux m'amuser. Et après ça, quand j'ai l'impression que le gameplay devient redondant, ben c'est pas grave parce que j'ai juste besoin de gagner de l'expérience. Puis quand je gagne de l'expérience, je découvre des nouvelles mécaniques qui renouvellent une nouvelle fois mon gameplay, qui me proposent des nouvelles manières d'agir, etc. La deuxième chose importante, c'est un tutoriel doit s'adapter au jeu qu'il soutient. Quand on parlait plus tôt, j'ai encensé les apprentissages par la découverte au détriment des apprentissages par l'expiation. Parce que moi, je joue beaucoup de jeux solo, puis ben, c'est pour ça qu'en général, ben, ça me permet de plus développer. Je préfère les jeux qui vraiment prennent le temps de développer l'histoire, puis de m'apprendre les mécaniques au fur et à mesure. Mais si je joue à Mortal Kombat, j'ai pas le goût de passer 1 heure à apprendre l'histoire des personnages. J'ai le goût de comprendre comment jouer. Fait qu'on me donne un pavé de texte qui me dit appuie là-dessus pour faire ça, appuie là-dessus pour faire ça, appuie là-dessus pour faire ça, le reste, il expérimente. Pareil pour New World. New World, c'est pas un jeu solo. C'est un MMORPG multijoueur où j'ai le goût d'aller jouer avec mes amis rapidement. Fait que le jeu me donne un 10 minutes de tutoriel où il me dit OK, tu bloques avec ça, t'attaques avec ça, tu esquives avec ça, fais un boss, OK, t'as compris comment la mécanique fonctionnait, c'est bon, tu peux aller jouer. Pareil pour Mario Kart. Le tutoriel doit s'adapter au jeu qui soutient. Si je fais un long jeu avec beaucoup d'histoire, avec de la profondeur dans les mécaniques, je peux l'introduire petit à petit. C'est un jeu de 80 heures, j'ai le temps. Si je fais un jeu de combat, ben les joueurs veulent jouer ensemble immédiatement. On perd pas de temps. Apprends tes mécaniques puis va jouer au jeu. J'ai une question. Oui. Sur les jeux multijoueurs où tu as genre envie d'aller jouer avec tes amis rapidement. C'est quoi ton avis sur les tutoriels forcés? Je pense que League of Legends en a ou Dead by Daylight aussi, c'est forcé. Je n'aime pas les tutoriels forcés. Exactement. Il y a des fois où ça peut être essentiel, mais en fait, je vais y revenir à un point plus tard. Mais je pense que il y a une manière de bien faire les tutoriels forcés. Puis il y a une autre manière de comment dire. En fait, je vais y aller directement, là. Mais en fait, je pense que ça va répondre à ta question-là. Il y a une différence entre apprendre les règles et apprendre à jouer. On le sait, League of Legends, là,
il nous force à passer à travers un tutoriel qui peut durer genre 1 heure au complet. Et à la fin, quand tu vas jouer avec tes amis, t'es toujours poche. C'est la base, là. C'est genre, faut que tu joues beaucoup au jeu pour comprendre comment y jouer. Fait que, est-ce que ce tutoriel-là est vraiment tant nécessaire? Ben, si t'as un ami pour déjà t'expliquer comment jouer, ben au final, t'as pas vraiment besoin de tutoriel. Puis si jamais t'es joueur solo, ben peut-être que tu vas aller faire toi-même le tutoriel pour jouer. Parce que de toute façon, League t'interdit de faire des parties classées tant que t'as pas fait genre, je pense, une trentaine de parties. On en faire de même. Fait que, même si t'es pas bon dans tes premières parties, ben c'est pas grave si ton équipe est moins forte à cause de toi, tu es en train d'apprendre. Mais comme tu vois, dans Mortal Kombat, ben c'est pas un tutoriel forcé, on te propose de faire le tutoriel du jeu pour jouer, sinon tu joues avec ton ami. New World, ben oui, tu as un tutoriel forcé, mais il est très court. Il dure à peine 10 minutes. Alors que du côté de Dead by Daylight, c'est long, le tutoriel. Puis, tu sais, moi, la première fois qu'on a joué ensemble, ben, j'ai pas pu jouer avec vous parce que j'ai passé la soirée sur le tutoriel du jeu pendant que vous jouez. Puis, ben, on a dû attendre la prochaine fois pour que je puisse me joindre à vous. Puis, ça m'a gossé. Tu sais. Fait que, je pense que ça peut être important de faire des tutoriels pour les jeux multijoueurs. Mais il y a une manière de les faire, puis il faut que tu les fasses. Que si c'est obligatoire, il faut que ce soit assez rapide pour que je sois pas obligé de dire à mon ami, ah ben, jouez sans moi parce que moi, je pense pas que je vais avoir le temps de jouer ce soir à cause du tutoriel. C'est pas censé être ça. Ok, merci. Puis là, ben, je reviens là-dessus justement. La différence, il y a une différence à apprendre les règles puis apprendre à jouer. Quand je joue à Mario, j'apprends à sauter puis j'apprends à me déplacer. C'est les deux règles du jeu principales. Si j'appuie sur A, je saute. Si j'appuie sur la croix directionnelle, je me déplace. Rien de ça ne passe par la stratégie. Et c'est pareil pour League of Legends, Dead by Daylight. Quand j'ai commencé à jouer à Dead by Daylight, j'ai beau avoir passé un tutoriel de genre 1 heure et demie, j'étais toujours nul au jeu. J'étais pas bon dans mes timings. Je me faisais toujours avoir par les tueurs. Pareil pour League of Legends. C'est comme moi, j'ai essayé de jouer à League of Legends à m'emmener. J'ai passé le tutoriel puis tout, puis à la fin, mais je me faisais quand même tuer one shot tout le temps, puis j'ai feed les ennemis tout le long, là. T'sais. Parce que le jeu, le but d'un tutoriel, c'est d'apprendre aux joueurs les règles et non y apprendre parfaitement comment jouer. Parce que le reste peut se faire par la découverte, justement. Le but d'un tutoriel est d'éviter de la frustration. Quand je suis dans Slay the Spire, j'ai 3 pages de tutoriel, OK, qui se passent en 30 secondes. La première, c'est les cartes coûtent de l'énergie pour jouer. Ensuite, tu peux utiliser, il y a comme 2 types de cartes différentes principales qui sont genre, en fait, il y a 3 types de cartes principales qui sont les attaques, non, attends. Oui, il y a 3 types de cartes, il y a les attaques, les skills, puis les power. Puis aussi, 3e page, ben tu peux voir qu'est-ce que tes ennemis vont faire avec qu'est-ce qu'ils montrent au-dessus de leur tête. Parce qu'ils montrent, mettons, s'ils vont t'attaquer ou se défendre ou faire un effet. Le jeu m'a pas appris comment jouer au jeu. J'ai découvert moi-même comment jouer par l'essai-erreur. Mais j'ai eu du fun parce que j'ai pu expérimenter et j'ai pu jouer au jeu. Fait que, avec ça, on revient à la définition qui a été dit. L'objectif, c'est de permettre aux joueurs d'avancer dans le jeu avec le moins de frustration possible et non apprendre comment jouer au jeu. Les joueurs y apprennent par eux-mêmes à jouer en développant leur propre gameplay et stratégie avec les outils qu'on leur donne. Un tutoriel a pour but de donner les outils, pas de montrer chaque façon d'utiliser un outil. Fait que, concrètement, quand on se demande c'est quoi un bon tutoriel et c'est quoi un mauvais tutoriel, ben, un mauvais tutoriel, c'est quand le tutoriel ben, produit plus de frustration ou produit quand même de frustration aux joueurs parce qu'il n'est pas clair ou par sa présence même. J'ai eu plus de frustration avec Dead by Daylight parce que je devais passer un long tutoriel que j'en ai eu dans Elden Ring quand je connaissais pas les touches que je me faisais tuer par toutes. Parce que même si je me faisais tuer par toutes, puis je connaissais pas les touches, j'étais en train d'explorer, j'étais en train de m'amuser, j'étais en train de découvrir. Alors que dans Dead by Daylight, je me suis fait emmerder pendant presque de 1 heure à devoir tasser un long tutoriel qui était long, alors qu'au final, ben, je serais mort avec mes amis. Le but de Dead by Daylight, c'est de s'amuser puis d'éviter de mourir, fait que j'aurais eu des situations drôles, simplement. Fait que c'est mes 3 conseils principaux quand vous faites un tutoriel. Faites vos apprentissages par étapes pour les joueurs.
Vous n'êtes pas obligé de tout leur montrer leur mécanique dès le début. Un tutoriel doit s'adapter au type de jeu. Il n'y a pas de type de tutoriel parfait. C'est un type de tutoriel qui doit vraiment s'adapter à votre gameplay, puis votre but, c'est vraiment d'éviter de la frustration pour votre joueur. Puis, votre but, c'est d'y apprendre pas toutes les manières de jouer à votre jeu, puis que la bonne méthode de faire. Votre but, c'est d'y apprendre comment utiliser les outils que vous y mettez à sa disposition pour qu'il puisse lui-même s'amuser dans le jeu. C'est tout pour la matière d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions?